Je vais vous parler d'un livre très peu connu de Sandrard, que je n'ai pas amené avec moi. J'aurais pu vous le faire passer, mais il devient tellement fragile dans la façon dont il est agencé que j'ai pris la très mauvaise édition de poche, mais au moins ça vous donnera une idée de la façon dont les choses se présentent. Je vous le ferai passer en temps voulu. Alors cet ouvrage de Sandrard intitulé « Le Brésil » constitue l'un des derniers textes que Sandrard ait consacré à ce pays, au sujet duquel il écrit depuis qu'il l'a découvert durant les années 20. Le relatif défaut d'intérêt pour ce texte tardif, qui n'a été pallié que récemment, tient pour une part à son manque d'accessibilité jusqu'à il y a peu, c'est-à-dire jusqu'à la parution de cette édition notamment, et aussi à son caractère à première vue mineur par sa taille, puisque le texte de Sandrard tient en une quinzaine de pages dans l'édition originale, ainsi qu'en raison de son lieu de publication. Après l'avoir été dans la revue La Table Ronde en 1951 et quelques mois plus tard a été repris dans ce volume avec 105 photographies inédites de Jean Manzon. Et donc le texte de Sandrard a été publié dans ce volume chez un éditeur qui n'est pas un éditeur spécifiquement littéraire, Les Documents d'Art à Monaco, dans une collection consacrée aux portraits de pays et qui avait pour nom Escale du Monde. La rencontre entre l'écrivain et le photographe est celle de deux amoureux du Brésil. Après s'être réfugié au Brésil en 1940, au moment de la guerre, Manzon, qui était jusqu'alors photographe de presse et qui a contribué notamment à fonder Paris Match, va s'installer définitivement dans ce pays auquel il vouera sa carrière de faiseur d'images, qu'il s'agisse de photographie ou de films documentaires. Plus fondamentalement, cette collaboration est aussi celle d'un photographe qui va devenir l'une des références majeures sur le Brésil et un auteur fasciné de longue date par la photographie, qui a notamment publié un recueil de poésie durant les années 20 intitulé Kodak, et quelques années auparavant, avant ce livre sur le Brésil, un ouvrage en collaboration avec Robert Doisneau intitulé La banlieue de Paris. Paru dans une collection à vocation à la fois documentaire et artistique, ce volume participe d'une mouvance éditoriale d'époque, particulièrement en vogue entre le début des années 50 et la fin des années 70. Et cette vogue a notamment donné lieu à plusieurs collections d'albums photographiques consacrés au pays. Nombre d'écrivains ont contribué, le plus souvent à titre de préfacier, à ces ouvrages dans lesquels la photographie se taille la part du lion régulièrement, en termes d'occupation de l'espace livresque du moins. De tels ouvrages, qui supposent une interaction plus ou moins élaborée entre texte et photographie, configurent une généricité identifiable sous l'appellation de portrait de pays. En l'espèce, si la dimension documentaire des photographies de Jean Manzon ne semble guère poser problème, le texte de Sandrard répond relativement mal aux attentes informatives induites par le genre du portrait de pays, dans la mesure où Sandrard n'évoque nullement la géographie du pays, ou très peu son histoire et très peu les mœurs des habitants de ce pays. Pourtant, en première instance, on va le voir, le souci que manifeste l'écrivain de récuser les stéréotypes associés au pays participe pleinement de cette dynamique de genre qui est celle du portrait de pays. Ce souci, on va le voir, passe par la mise en œuvre d'un imaginaire photographique qui entre en dialogue avec les clichés de Jean Manzon. Mais cet imaginaire, on va le voir, ainsi que l'agencement du texte et des images, figure le pays de façon à faire de ce portrait du Brésil un tombeau pour Paulo Prado, qui est un ami de Sandrard, à la mémoire duquel le texte de Sandrard est dédié. Selon une thématique récurrente au sein de la littérature de voyage moderne, dont il se distingue cependant par bien des traits, le portrait de pays se constitue fréquemment en fonction d'une tension entre le tourisme et la découverte véritable du pays. Cette opposition, en vertu de laquelle le touriste serait un idiot du voyage, pour reprendre la percutante formule de Jean-Didier Urbain, informe de part en part le portrait auquel se livre Sandrard dès l'entame d'un texte qui associe la pratique photographique à ce clivage axiologique. Alors je cite ici l'incipit du texte de Sandrard. « C'est le paradis terrestre. Combien de fois n'ai-je pas entendu pousser cette exclamation autour de moi quand à bord d'un paquebot voguant en vue des côtes du Brésil, tous les passagers, rien que des touristes en croisière, braquaient leurs appareils, mitraillaient le paradis à bout portant
leurs exclamations admiratives se doublant du déclic des Kodak, des Leica, du ronronnement des Pathé Baby, des Rolleiflex, de tout un brouhaha délirant, enthousiaste et enchanté. La terre promise, le paradis. Fin de citation. Une telle entrée en matière fait du photographique et plus largement de l'image un enjeu central de ce portrait d'un pays qui, en dépit des apparences premières, ne serait pas aussi paradisiaque qu'il y paraît. L'exclamation par laquelle s'ouvre le texte est en effet attribuée à un ensemble d'autres individus, ce qui conduit à douter de ce que Sandrard partage pareil enthousiasme. Cette première phrase, « c'est le paradis », apparaît comme la citation d'une parole entendue un nombre conséquent de fois et qui constitue en ce sens le pendant verbal de ces images stéréotypées prises par ces touristes pour être reproduites à grande échelle. Et durant des jours et des nuits, le barman et le coiffeur du bord développaient autant de kilomètres de pellicule et faisaient des affaires d'or, tout le monde leur demandant de tirer des photos au format des cartes postales illustrées que l'on mettait par centaines dans la boîte aux lettres de la prochaine escale à destination de la vieille Europe. Sandrard ne manque pas de remettre en cause, explicitement, cette imagerie paradisiaque du Brésil. À en croire l'auteur, elle se bornerait à reprendre l'un des stéréotypes fondateurs de la littérature brésilienne qui a pris forme dès la découverte du pays au XVIe siècle. C'est le paradis terrestre, mandait textuellement Pero Vaz de Caminho, le notaire de la flotte amirale, en annonçant au roi du Portugal la découverte du continent sud et la prise de possession de la nouvelle terre. C'est donc depuis 4 siècles et demi que ce cliché poétique est l'un des 2 pôles de la littérature brésilienne. L'autre pôle, celui de la prose, est un autre cliché futuriste qui traîne dans les épais traités d'économie politique du pays. Et ce deuxième cliché, on le doit encore au même scribe, à Pero Vaz de Caminho, qui conclut sa fameuse lettre au roi par les mots « Le Brésil, pays d'avenir ». Fin de citation. D'entrée de jeu, le Brésil apparaît ainsi comme l'objet de clichés poétiques, à la fois fort anciens et relativement vivaces. Conjuguant le motif du stéréotype et celui de la photographie à travers le vocable de cliché, Sandrard entame son portrait du Brésil par l'évocation d'images qui vont, écrit-il, jusqu'à jouer un rôle actif dans la vie des hommes, voire troubler et tromper la psychologie de toute une nation et d'une époque. Et ces clichés, il convient à ses yeux de s'en départir pour pouvoir prendre connaissance du Brésil véritable. Je me méfie des images, écrit encore Sandrard. Beaucoup plus que partout ailleurs au monde, au Brésil, le paradis est un leurre, une image poétique, un sale cliché usagé. Le danger de ces clichés, à en croire Sandrard, réside dans leur caractère mortifère. L'enthousiasme photographique qui caractérise la découverte touristique du Brésil et de ses côtes, évoqué par l'auteur à l'entame de son texte, apparaît significativement comme une fusillade. Je recite un extrait. Les touristes braquaient leurs appareils, mitraillaient le paradis à bout portant. Ce caractère mortifère affecte dans le même temps un autre écrivain français qui a séjourné avant Sandrard au Brésil, où il avait été nommé ambassadeur, mais par mesure de disgrâce. Arthur de Gobineau, en l'occurrence, dont Sandrard rappelle qu'il a vécu ce séjour comme un cauchemar. Gobineau ne se consolait pas d'être en exil à Rio de Janeiro, où il se sentait profondément malheureux. C'est que l'orgueilleux comte avait une idée fixe et était victime d'un complexe de supériorité. Il ne remarquait que métissage à la cour comme à la ville. Or, il avait une horreur physique des gens de couleur. Il en voyait partout, il ne pouvait plus vivre, plus respirer, il en tombait malade, il en avait le vertige. Davantage encore que le racisme de son traité de l'inégalité des races humaines, donc le traité de Gobineau, dont s'inspireront les nazis, il semble que ce soit le principe même de la théorie qui génère cette incompatibilité entre l'ambassadeur de France de l'époque et ce pays au sein duquel il dépérit littéralement. Dans cette perspective, les opinions du comte tranchent radicalement avec l'être même du Brésil, qui, selon Sandrard, résiderait dans le métissage. Je cite « La vie se moque des théories, fût-elle d'un prince de l'esprit comme l'auteur du prestigieux roman Les Pléiades. » Et d'ajouter « La mort aussi s'en moque. On sait ce que l'arianisme a coûté à l'Allemagne. En fait d'hégémonie, das Ehrenvolk a failli en crever à la fin de la Seconde Guerre mondiale. » Fin de citation. Prenant position quelques années après la guerre au sujet de théories dont nul n'ignore alors la sombre postérité, Sandrard se moque lui aussi des théories. Au sein du système de valeurs que son texte met en place, cette sortie associe tout naturellement à son énonciateur
à cette valeur par excellence que constitue la vie. Le motif central de ces considérations idéologiques touche en effet au paradigme vitaliste. Théoricien de l'arianisme, Gobineau ne pouvait plus vivre, écrit Sandrard. Il se trouve physiquement atteint à la mesure du caractère mortifère des théories qu'il a professées et qui ont presque conduit tout un peuple à la mort. À cet égard, le Brésil, portraituré par Sandrard, paraît récuser toutes les théories professées à son sujet. Foin des théories, la vie s'en moque, des hommes sont venus, des blancs. Qui aurait pu le prévoir? Est-ce heureux ou malheureux? Il me semble que la question ne se pose pas. C'est un fait qui va se multipliant dans le temps et dans l'espace. En tout cas, la politique, l'économie dirigée, la planification n'y sont pour rien, c'est tout ce que l'on peut dire. De même pour les théories du comte de Gobineau sur la supériorité de la race blanche, le peuplement du Brésil et la lente formation de la nation brésilienne, sinon d'une race nouvelle et d'hommes nouveaux, prouvent combien ces théories sont fumeuses et ne riment à rien de concret. Ne convoquant manifestement ces images du Brésil que pour mieux les révoquer, Sandrard promeut un autre regard sur le pays et corollairement un autre type de photographie. À suivre le poète, le pays ne serait pas tant, comme le veulent les deux clichés traditionnels qui ont façonné son identité au cours de son histoire, un pays du passé et de l'avenir à la fois, mais bien plutôt la terre, le pays d'un présent en constant renouveau, d'un présent perpétuel. Ce présent, le livre entend littéralement le donner à voir à son lecteur, notamment à travers les photographies de Jean Manzon évoquées par contraste évident avec les clichés dont le texte de Sandrard vient de rejeter sans embâche la pertinence, c'est-à-dire l'adéquation à ce qui, aux yeux de l'écrivain, paraît constituer l'être même du pays. On n'a pas fini de découvrir le Brésil qui vit au jour le jour. Est-ce sa force ou sa faiblesse? Au lecteur d'en juger d'après les belles photographies de mon ami Jean Manzon, un solide réaliste à la Diderot, un jeune Français qui a su se planter au milieu du Brésil et y prendre racine avec les yeux. Donc tout le contraire de Gobineau, en somme. Je ne crois pas qu'on puisse faire mieux voir. Ce qu'il vous montre, c'est le Brésil d'aujourd'hui, en dehors de toute théorie passéiste ou futuriste. C'est le présent, la chose la plus fugitive au monde. C'est l'instant, l'instable en équilibre, car ce que l'on a sous les yeux n'est jamais vu, c'est toujours nouveau. Je profite maintenant de ce moment pour vous passer l'édition que Gallimard a faite du livre, tout en vous disant qu'il y a une grande partie des photographies qui n'y figurent pas, mais c'est pour vous donner une idée un peu du type de photographie que vous pouvez trouver dans l'ouvrage. Je vais parler particulièrement d'une de ces photographies, la dernière. Alors, à la différence d'un Gobineau qui se meurt en raison d'une théorie raciale totalement déphasée par rapport à la réalité brésilienne telle que la conçoit Sandrard, Manzon, et on peut le supposer, puisque l'axiologie du texte le donne à penser, Sandrard également, bien qu'il ne soit plus retourné au Brésil depuis longtemps, au moment où il écrit ce texte, Manzon, comme Sandrard, ont pris racine au Brésil. Corollairement, la mise au banc de toute théorie passéiste ou futuriste à laquelle se livre l'écrivain et qu'incarneraient les photographies de Manzon se solde ainsi par une focalisation sur le présent. Opposant une fin de non-recevoir aux théories dont il fait l'autre nom du cliché, Sandrard neutralise dans le même temps l'écoulement du temps d'une façon qui contribue à faire de ce portrait du Brésil le tombeau de son dédicataire. Et j'en viens maintenant à cette question du tombeau. La dédicace de Sandrard, dédie le livre à la mémoire de son ami Paulo Prado, façonne la généricité du texte selon une double perspective. D'une part, elle contribue à donner à lire ce livre comme un portrait de pays. Dans cette dédicace, Paulo Prado, qui est par ailleurs essentiellement connu comme homme d'affaires ayant fait fortune dans le commerce du café, Paulo Prado est en effet présenté par Sandrard comme l'auteur d'un livre ayant pour titre « Retrato do Brasil », soit « Portrait du Brésil », un titre qui détermine un contrat de lecture analogue à celui du livre de Sandrard et Manzon. D'autre part, dédié à la mémoire de celui que Sandrard présente comme son meilleur ami, le livre est placé sous le signe du deuil. Sur un plan générique, Sandrard construit donc son portrait du Brésil, de façon à en faire dans le même temps un tombeau pour son dédicataire, dont il répète le geste à travers son propre portrait du Brésil. Cette logique de reprise, en vertu de laquelle le portrait de Sandrard se présente comme la reprise finalement du livre de Paulo Prado, détermine le dispositif d'écriture du texte dans son intégralité et jusqu'en ses seuils textuels et iconographiques. S'ouvrant sur une dédicace à la mémoire de Paulo Prado,
L'ouvrage se termine, c'est la dernière des notes, je peux vous présenter ça en 2 minutes. Le texte de Sandrard précède l'intégralité du corpus photographique et ce corpus photographique est directement suivi par une série de notes de Sandrard qui renvoient aux photographies, mais elles ne se trouvent pas en vis-à-vis sur les mêmes pages. Ce sont vraiment des blocs textuels et iconographiques séparés. Donc le texte de Sandrard s'ouvre sur une dédicace à la mémoire d'un autre auteur de portraits du Brésil et se termine, c'est la dernière des notes qui renvoient au jeu photographique, par un poème à la gloire de Saint Paul, sachant que l'ensemble des dernières photographies concerne la région de Sao Paulo. Le poème est un poème qui est en réalité dédié à la ville de Sao Paulo. Donc, entre une dédicace à la mémoire de Paulo Prado et un poème à la gloire d'une ville qui affiche le nom du défunt, Paulo, d'un polo à un pôle, il y va en effet d'une trajectoire frappée au coin d'un retour du même, transformée par une opération à travers laquelle Paulo Prado se retrouve non seulement francisé, mais en même temps sanctifié sous le nom de Saint Paul. Cette configuration iconodiscursive d'un rite de deuil revêt dans l'ouvrage de Sandrard la forme présentée comme typiquement brésilienne du candomblé. Ce rite, et je renvoie aux travaux de Myriam sur non seulement le rite, mais aussi le rite de deuil et plus particulièrement le tombeau littéraire, je pense qu'elle nous en parlera demain matin. Ce rite de deuil revêt dans l'ouvrage de Sandrard la forme présentée comme typiquement brésilienne du candomblé. Ce rite est évoqué par Sandrard au terme de son texte. Ce sont vraiment les dernières lignes. Et issu du métissage, de la rencontre entre une population venue d'Afrique et le christianisme européen en particulier, cette foi vivante, pour reprendre la terminologie de Sandrard, livre le secret et la formule de l'écriture endeuillée à laquelle l'écrivain se livre dans ce portrait de pays. C'est à travers elle qu'au terme de son texte, Sandrard convertit pleinement son portrait en tombeau, écrivant notamment que le candomblé est le culte du souvenir et de l'évocation des morts et de leur résurrection positive, sinon permanente. Cela n'a rien de commun avec l'hystérie ou le spiritisme, c'est du diable, c'est une foi vivante. Dans ses paramètres formels aussi bien qu'axiologiques, ce portrait du Brésil donne corps et voix sur le plan de l'écriture à l'être du Brésil, à travers lequel Paulo Prado, sur le mode du candomblé, se voit évoqué d'entre les morts. En d'autres termes, le candomblé de Sandrard fournit ainsi à son lecteur les conditions d'une ritualité littéraire en fonction de laquelle il se voit invité à se livrer à l'évocation de Prado et à sa résurrection positive, sinon permanente, selon la loi du perpétuel aujourd'hui qui, à en croire Sandrard, fait d'un pays comme le Brésil ce qu'il est. Les photographies de Jean Manzon s'inscrivent dans cette stratégie mise en œuvre par Sandrard, bien qu'elles suivent le texte, comme je vous l'ai dit, et présentent de ce fait, par rapport à lui, une relative autonomie que ne remettent que relativement en question les annotations de Sandrard qui suivent le corpus photographique. À première vue, ces photographies semblent obéir à la logique documentaire que revêt le genre du portrait de pays. Mais la relation entre le texte et les photographies paraît dans le même temps relever d'une stratégie plus concertée. Je me contenterai de le montrer, je pourrais le montrer en détail en suivant tout le corpus, mais je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. Donc je vais me contenter de me concentrer sur la photographie qui me paraît la plus probante et qui est la dernière à apparaître dans le volume, qui est celle que vous voyez sur le PowerPoint. Cette photographie me semble signer l'alliance parfaite du texte et de l'image en même temps que celle des genres mis en jeu, le portrait d'une part et le portrait de pays d'une part et le tombeau d'autre part. Cette photographie finale présente un ouvrier portant sur son dos un sac de café. Cette image finale est à la fois parfaitement illustrative de l'activité principale de l'État de Sao Paulo sur le plan commercial, en même temps que curieuse à cet endroit du livre. D'une part, cette photographie illustre en effet l'industrie et le commerce du café qui ont fait la fortune de cet État qui compte parmi les plus riches du pays. En outre, elle achève ce portrait, le livre-portrait du Brésil, par la représentation d'un trait de l'image internationale du pays, lisible pour le lectorat étranger auquel s'adresse l'ouvrage. D'autre part, le choix de cette photographie pour clore l'ensemble de clichés peut étonner quelque peu. Cette ultime photographie apparaît comme relativement atypique à l'échelle de l'ouvrage, dans la mesure où il s'agit d'une des 5 images sur 105 sur laquelle figurent des éléments textuels.
Davantage, il s'agit de la seule et unique image où cet élément textuel est d'une certaine ampleur et surtout se situe non seulement au premier plan, mais au centre également de la photographie. Cette image trouve en réalité son pendant dans le poème, si on met en balance et en équilibre les annotations de Sandrard. Vous voyez ici la dernière page avec l'annotation. Donc sur la colonne de droite, c'est le poème à la gloire de Saint Paul, et c'est sur ce poème que se termine l'annotation des photographies par Sandrard, et donc ce texte renvoie à la photographie en question. Au-delà de cette dimension documentaire, disais-je, cette photographie cristallise l'alliance générique du portrait et du tombeau qui s'opère. Le sac de café qui figure au centre de l'image porte en effet l'inscription Santos, suivie d'une représentation un peu rustre, mais tout de même, du drapeau brésilien, sous laquelle apparaît la mention « Café do Brasil, Estado de Sao Paulo ». Comment mieux faire secrètement converger, de façon éminemment naturelle et secrète à certains égards, le portrait du Brésil en un portrait de Sao Paulo, de Paulo Prado, qui a fait fortune grâce au café et dont le nom, sanctifié par le poème de Sandrard, poème à la gloire de Saint Paul, s'affiche sur ce sac sous le drapeau de son pays, qu'il a lui-même portraituré jadis, ainsi que le rappelle la dédicace. Et finalement, cette image, ce sac, apparaît comme une sorte de monogramme naturalisé par la dimension relativement triviale du cliché. Je conclus. Le livre que Sandrard et Manzon co-signent au sujet du Brésil combine deux notions génériques qui sont compatibles mais de façon relative. L'un des usages du portrait consiste à pallier une absence, à rendre présent un absent, ce qui explique qu'il soit utilisé, le portrait, dans des contextes funéraires et mémoriels. Portrait et tombeau peuvent donc fonctionner ensemble. Et en l'occurrence, Sandrard fait le portrait apparent d'un pays pour proposer le tombeau d'un portraitiste de ce pays. Alors il ne s'agit nullement ici de considérer que dans ce livre, le genre du portrait serait manqué au profit du genre du tombeau. La configuration du texte et la façon dont les interactions entre le texte et les photographies s'opèrent relèvent davantage d'une véritable conjonction, me semble-t-il, des orientations génériques. C'est en se fondant sur le genre du portrait, en mobilisant certains de ses traits, que Sandrard fait le portrait du pays de son ami et lui dédie ainsi ce qu'il construit comme un véritable tombeau. Où commence ce texte, qui est un texte de commande, en vient, tout en répondant à la commande adressée, à toucher au cœur de l'imaginaire d'un écrivain pour qui l'écriture du deuil est centrale. Dans ce contexte-là, la photographie n'est nullement réduite à un usage documentaire. Elle est également mobilisée, on l'a vu, dans la dynamique générique complexe instaurée par Sandrard et qui fait de ce livre un tombeau pour son dédicataire. Dans ce contexte, Sandrard mobilise l'ensemble des photographies de Jean Manzon à titre de modèle de référence de son texte qui vise à dépasser l'ordre du cliché qu'il critique d'entrée de jeu. Et cette conjonction que le texte pose s'opère au final dans la dernière des photographies de Jean Manzon. En faisant le portrait d'un pays dont Paulo Prado avait lui aussi fait le portrait, Sandrard s'est employé à donner lieu à un tombeau d'un type particulier. Et dans ce contexte, la photographie est imaginarisée comme l'un des lieux de figuration de ce rapport au Brésil. Le texte, on l'a vu, s'ouvre sur un mitraillage mortifère qui ne peut que détruire le sujet du portrait en raison de sa nature stéréotypée. Et à cette vision du Brésil, Sandrard oppose une conception présentiste, celle d'un pays d'aujourd'hui et partant éminemment vivant. Et c'est sur la base de cette configuration imaginaire qu'il convertit son portrait en tombeau, un tel portrait assurant en vertu de cette dynamique temporelle une forme de survie à l'autre, en l'occurrence son ami Paulo Prado. Voilà, j'ai terminé.